Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. On se retrouve aujourd'hui pour notre podcast On parle boxe. On est déjà au 15e épisode. Et d'ailleurs, ce matin, sous la vidéo que j'ai sortie, j'ai eu une question. Est-ce que tu reprends les vidéos On parle boxe? Et la personne voulait justement participer. Car en général, je donne la parole à des abonnés. J'ai aussi donné la parole à des personnalités. Aujourd'hui, je suis accompagné de Booba. Et pendant une petite heure, on n'a pas vraiment une heure définie, mais on va parler de la boxe. Booba, comment ça va? Bah écoute, ça va super bien, Jean-Charles. Je suis ravi d'être avec toi et tous les disciples de la boxe. J'espère que tu vas bien et qu'eux aussi. Bah, ça va super. Booba, est-ce que tu peux rappeler dans quel contexte on s'est rencontrés tous les deux? Ouh, ah ouais, un très 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 beau contexte. Ben déjà, on s'est rencontrés en stage de boxe avec Boxing Culture. Ce stage qui a été organisé à Casablanca au Maroc. Ça s'est fait du 2 au 16 août 2021. Donc il y avait des boxeurs, il y avait des. Ben, moi personnellement, je suis coach sportif. Donc des boxeurs, des coachs sportifs. Il y avait toi, il y avait les organisateurs. C'était top. Booba, j'aime bien, pour lancer le podcast, demander aux intervenants qu'est-ce qui les a marqués dans la boxe récemment, là, ces derniers jours, voire semaines. En général, je le fais le dimanche soir ou le lundi pour qu'on ait eu un week-end. Bon, en ce moment, il n'y a pas eu de. Bon, il y a eu des combats quand même, si, il y aura des choses à dire. Mais qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans l'actu boxe du moment? Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, donc je ne sais même pas si je vais être capable de t'en ressortir qu'une. Déjà, là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on était à Casa, ben, toi, après, tu as fait ton taf, donc tu as bien regardé les combats, mais moi, j'ai rattrapé les combats qu'on n'a pas pu regarder Ah, dans cette période-là. Donc, j'ai regardé le combat entre Casemiro et Rigondo. ok. Déjà, ce combat, bon, on a tous vu la décision. On peut tous être d'accord ou ne pas être d'accord avec cette décision. Moi, personnellement, je suis totalement contre cette décision. Ok, ok. Vas-y, exprime-toi, dis-nous pourquoi. Tout simplement parce que, en fait, pour moi, la décision de déclarer Casemiro vainqueur, c'est un choix délibéré des promoteurs et de tous ceux qui sont autour de cet événement boxe, de dire, OK, on va privilégier le show, on va privilégier la story plutôt que le sport en lui-même. Ringondo, en fait, dans ce combat, il nous fait une masterclass pendant 11 rounds parce que le premier, c'est vrai qu'il a eu du mal vraiment au premier. Mais pendant les 11 derniers rounds, il nous a fait une masterclass de déplacement, une masterclass de gestion de ring, une masterclass de travail avec ce bras avant pour garder cette distance face à un Casemiro qui essayait de rentrer. Et il le touchait à chaque fois en sortie. Donc, c'était vraiment ce qu'on apprend en école amateur et ce qu'il a pu restituer dans une boxe un peu plus professionnelle. Maintenant, Casemiro, le déclarer vainqueur, c'est tout simplement parce qu'on voulait un fighter qui va à la castagne. Là, les prochains boxeurs qu'il va rencontrer, certainement Donner ou Inoue, moi, ça va être des grosses bagarres et c'est ce qui va vendre. Donc, je pense qu'on a choisi cette option de vendre des tickets, de vendre une histoire, de vendre une story plutôt que de vendre une maîtrise de la boxe qui a été vraiment phénoménale. C'est comme être je sais pas, en cage avec un taureau et réussir à ne pas se faire toucher par le taureau pendant 11 rounds. C'est comme ça que je l'ai vu. C'était vraiment un toréador. C'était magnifique. Ouais, même encore plus qu'un taureau, je dirais un tigre. Comment gérer un tigre dans une cage? Exactement, exactement. On était dans ça. Et c'est en ça que je trouve que c'était un petit peu. Euh, c'est ce qui m'a un peu interpellé. C'est que voilà, pour moi, c'était vraiment pas le choix sportif. C'était vraiment plus un choix de show. Mais après, il faut pas oublier que la boxe est aussi un show. Mais là, j'ai vraiment eu cette impression-là. Après, en deuxième point, ben, je pense qu'on a tous checké un petit peu les infos et le fait que Arsène Goulamirian et Michel Soro ben, quittent leur promoteur. Ouais, c'est la grosse bombe, hein. Ah, ça, c'était la grosse bombe. Et c'est marrant parce que je me souviens qu'on en parlait souvent. On parlait souvent justement de la boxe en France, du fait que les boxeurs français ne soient pas assez mis en avant. Et justement, ben, cette bombe, elle arrive à ce moment-là, je trouve qu'elle arrivait à point nommé. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, quand tu as su ça? Est-ce que c'est plutôt, tu t'es dit, ouais, bah, c'est bien, c'est positif, négatif?
En toute honnêteté, j'attends déjà de voir la suite pour eux, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est des grands champions, c'est nos grands champions français. En tout cas, c'est eux c'est les porte-étendards de la France dans la boxe à l'international, parce que quand tu vas regarder la boxe en international, que tu sois américain, que tu sois britannique ou que tu sois mexicain, tu connais pas de boxeurs français, en vrai. Tu connais pas de boxeurs français. Donc, les seuls boxeurs français que tu peux connaître, c'est les boxeurs qui sont classés numéro 1, numéro 2, ou qui ont une ceinture. Donc, il y Bien avait sûr. Marty qui avait sa ceinture, tu as Arsène Goulamerian, tu as Michel Soro qui est classé numéro 1. On peut parler aussi de Mendy aussi qui est bien classé, qui était assez bien classé aussi. Mais à part ça, on a des talents français qui sont incroyables, mais ils n'ont pas de reconnaissance à l'international, après à tort ou à raison. Et le fait que ces stars, alors c'est pas vraiment des stars justement, c'est paradoxal, le fait que ces boxeurs qui soient excellents, ces excellents boxeurs, ne soient pas représentés à leur juste valeur, moi je trouvais ça quand même assez dommage. Assez dommage. Donc, d'un certain côté, je vais t'avouer que je suis quand même assez content pour eux qu'ils aient pris cette décision, parce que je pense qu'ils ont besoin d'être beaucoup mieux mis en avant aujourd'hui. Alors Bouba, je vais juste rajouter des petits points parce que j'y pensais pendant que tu parlais. Je me suis dit peut-être que tout le monde n'est pas au courant au moment où on fait notre podcast de ce qui s'est passé. Donc Arsène Goulamirian, champion du monde WBA dans la catégorie des lourds légers, et Michel Soro, qui détenait un titre WBA Gold dans la catégorie des super welter, ont décidé de quitter leur promoteur, donc Univen Boxing, et on ne sait pas encore avec qui ils vont signer par la suite. Donc c'est pour ça que tu dis bon, qu'on parlait justement de cet événement-là. Quand je t'écoute, je me demande si tu te dis pas que quelque part, est-ce que leur promoteur n'était pas un peu responsable du fait qu'il soit pas assez mis au devant de la scène? C'est un peu ce que tu penses? Je pense qu'un promoteur, quand on parle de promoteur, on parle de promotion. Ouais. Quand on parle de promotion, on parle de mettre en avant un produit ou une personne. Un boxeur, c'est aujourd'hui aussi un produit. C'est une image. C'est un symbole. C'est un symbole, un boxeur aujourd'hui. Quand tu prends, regarde Joshua, c'est le visage de la boxe à l'international aujourd'hui, plus que Canelo, même si on peut se dire que Canelo, c'est le P4P, mais le visage de la boxe dans le monde aujourd'hui, c'est Joshua. Et les promoteurs de Joshua, ils l'ont bien compris. Donc, il y a un storytelling qui est créé autour de Joshua pour créer un engouement. À plus petite échelle, à une échelle plus nationale ou plus européenne, on peut parler de Tony Yoka, qui est le visage de la boxe française aujourd'hui. Tu vois, par exemple, quand on parle de la conquête, c'est vraiment un storytelling qui est écrit autour de Tony Yoka pour promotionner justement son image, ses combats, sa personne. Et malheureusement, quand on parle d'Arsène Goulamerian ou de Michel Soro, bah, quel est le storytelling? Quelle est l'histoire? Comment est-ce que tu vends ton boxeur? Je ne le vois pas aujourd'hui pour ces deux boxeurs. Pourtant, c'est les deux meilleurs boxeurs français. Si on devait faire un pif français, c'est les deux meilleurs. Sans compter Oubali, bien sûr, et Mendy, comme je disais tout à l'heure, sans les compter les deux. Si tu mets les quatre, ben, c'est les quatre meilleurs boxeurs français, les porte-étendards en France, avec Souleymane Sissoko aujourd'hui qui a un beau storytelling aussi derrière. Mais quand on parle de ces deux boxeurs dont on vient de parler précédemment, qu'est-ce qu'il y a autour d'eux? Il n'y a pas grand-chose. Exactement, exactement. Et quand on pense à l'inactivité de Arsène, de Michel Soro, mais aussi de Yvan Mendy, les trois que tu as cités, ils n'ont pas boxé depuis presque 2 ans, tous. Et franchement, c'est honteux. C'est honteux parce que la boxe, c'est aussi un business. Et comme tout business, tu prends toute marque qui existe. Si demain, tu arrêtes de faire la promotion de ton produit, les gens oublient le produit. Les gens oublient le produit. Donc là, tu vois, en fait, par exemple, moi, je travaille dans des salles de boxe. Enfin, je ne travaille pas dans des salles de boxe, je travaille dans des studios, on va dire, fitness ou des studios sport. Ça veut dire que c'est vraiment du grand public. On donne des cours de boxe et beaucoup d'autres cours, par exemple, mais c'est vraiment un grand public. Ça veut dire que c'est des cadres qui vont venir dans la salle, ils vont faire de la boxe, mais ils ne connaissent absolument rien à la boxe ni aux boxeurs. Il y en a beaucoup qui se sont intéressés à la boxe grâce à ces salles dans lesquelles je peux bosser. Mais ça reste le grand public. Aujourd'hui, ces personnes-là connaissent pas Michel Soro, connaissent pas Arsène Goulamerian, connaissent pas Nordine Oumbali,
Parfois, il y en a qui, par contre, ils connaissent tous Tony Yoka, ils connaissent tous Souleymane Sissoko, et Yvan Mendy un peu moins. Et je trouve que c'est grave. Et pour revenir à ce que tu disais, l'inactivité, je vais donner un exemple plus concret. À l'époque, il y avait le combat entre Michel Soro et le combat franco-français avec, comment il s'appelle? Cédric Vitu. Cédric Vitu, merci. Cédric Vitu. Donc, c'était le combat franco-français qu'on attendait depuis des années. Il y avait une super histoire autour de ce combat. Il y avait de l'animosité, il y avait du trash talking. Ça a combattu, je crois qu'ils avaient combattu à Bercy à l'époque. Dis-moi si je me trompe, tu vois. Ouais, c'était le retour de la boxe à Bercy. Ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de boxe là. Et donc, c'était un très bel événement. Un très bel événement. Et ben, des gens qui n'ont jamais vu de boxe, qui venaient à mes cours, ont acheté des tickets pour aller voir ce combat. Ils ont acheté des tickets parce qu'il y avait une promotion autour du produit. Et on disait, ouais, j'ai envie de voir, c'est qui apparemment ces deux-là, ces deux stars de la boxe en France. Je ne savais pas, je vais y aller. Ils sont partis voir. Bon, Michel Soro a fait ce qu'il a fait, il a gagné. Et derrière, toutes ces personnes qui étaient à Bercy, si Michel Soro, qui a fait une si belle prestation à Bercy, avait continué à boxer, tu ne penses pas que ça aurait augmenté sa cote en France? Ouais. Alors, l'accord Hôtel Arena, c'est Bercy ou pas, précisément? Non? L'accord Hôtel Arena, c'est Bercy. Voilà, d'accord, parfait. Donc c'est bon, on est bon dans ce qu'on dit. Donc ouais, donc c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que des personnes qui s'intéressaient pas forcément à la boxe, ce combat-là les a hypés du coup. Ouais, ça les a totalement hypés. En tout cas, moi, à mon échelle de ce que j'ai vu, ça les a totalement hypés. Il y a pas parce que pour remplir un Bercy, tu peux pas compter que sur des fans de boxe. Il y a aussi de la curiosité. Là, par exemple, si on veut parler de moi, par exemple, le combat du 10 septembre de Tony Yoka à Roland Garros, c'est un coup de maître. C'est un coup de maître. De mettre ça à Roland Garros, il y a un engouement. Parce que tu vas placer un produit dans un environnement qui n'est pas forcément propre au produit, mais les gens qui tournent autour de cet environnement, ils vont être intrigués. Bien sûr. Intrigués. Donc, je trouve que c'est un coup de maître. Et pour revenir à Michel Soro, qui est un énorme boxeur, moi, je pense que s'il avait enchaîné 1, 2 combats derrière, je suis sûr qu'il aurait vu la différence depuis ce combat. Ce combat, pour moi, c'était un tremplin. Ouais. Peut-être pas sportivement, mais en termes de cote et de notoriété. Je suis d'accord avec toi. Je voudrais juste revenir sur le lieu des combats parce que tu as cité deux lieux mythiques, donc Bercy et Roland-Garros. Est-ce que pour toi, tu penses que le lieu aussi, ça fait partie du décor de la boxe et de l'événement boxe? Bien sûr. Le lieu, ça dépend en fait. Le lieu a toujours une symbolique. Et le lieu a toujours une symbolique. Quand tu places un événement à un endroit, on va pas placer un événement à un endroit par hasard. Quand je parle beaucoup plutôt mon côté professionnel, le côté business. Je parle pas vraiment de boxe, mais à chaque fois que tu vas faire un événement, tu vas chercher un lieu qui va inspirer une histoire, qui va inspirer quelque chose. Donc là, par exemple, Bercy, quand je t'ai parlé de Bercy, de l'accord Hôtel Arena, tu as dit directement le grand retour de la boxe à Bercy. Ça t'a inspiré quelque chose, ça t'a inspiré des souvenirs. Tu vois ce que je veux dire? Quand on parle de Roland Garros, on pense directement à Rafael Nadal, Roger Federer, on pense au tournoi de tennis, tu vois ce que je veux dire? Et une certaine symbolique. Et cette symbolique, de cette symbolique ça peut découler plusieurs choses. Sur le premier exemple, ça va être des souvenirs. Ah, avant, je savais qu'il y avait de la boxe à Bercy. Ça fait des années qu'il n'y en a pas eu. C'est le retour à Bercy. Je veux faire partie de cette histoire. C'est un moment chargé d'histoire. Roland Garros, peut-être la première fois qu'on va combattre à Roland Garros, c'est un moment d'histoire, je veux y être. Ou tout simplement, c'est un endroit, moi je kiffe le tennis, aujourd'hui ils vont mettre de la boxe, j'ai envie de voir à quoi ça va ressembler. C'est un endroit que je fréquente souvent, que j'aime, où j'ai passé de bons moments en regardant du tennis. Peut-être que j'ai envie de voir un autre événement là-bas, parce que c'est un lieu mythique. Tu vois ce que je veux dire? C'est un lieu qui inspire des choses. Il y a des ondes, il y a des trucs. Donc le lieu, c'est très important. Après, dans le même, sans contre-exemple, c'est pas vraiment un contre-exemple, mais dans la même logique, même si on combat dans des arènes plus petites ou dans des trucs un peu plus locaux, je sais pas, par exemple, les boxeurs qui sont à Saint-Ouen, parce que moi je suis souvent à Saint-Ouen, d'ailleurs je passe un bonjour à Tormos et à toute son équipe. Quand tu vas combattre dans la ville de Saint-Ouen, il y a une atmosphère. Parce que tu es à Saint-Ouen, tu es au fief, tu es dans le fief, c'est une plus petite échelle, mais tu sais que tu es dans le fief.
Quand tu parles avec des boxeurs amateurs et que tu leur parles de pusher, directement, ils te reparlent, ouais, pusher, les souvenirs, les odeurs, les trucs. Le lieu a toujours une symbolique. Il faut savoir jouer avec cette symbolique-là. Et les Américains l'ont bien compris. Quand il y a un événement aux États-Unis, c'est toujours dans des gros stades remplis à ras-bord avec une histoire et une story. En fait, je pense qu'au final, c'est ce qui nous distingue des anglo-saxons. C'est qu'on ne sait pas raconter on a du mal à raconter cette histoire en France. Il y en a certains qui le font très bien et il y en a qui le font un peu moins bien, malheureusement. Bouba, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand est-ce que toi, tu as commencé à suivre les événements boxe, toi. Qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que c'est justement ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la médiatisation, le storytelling, la promotion, ou est-ce que tu es venu à la boxe par un autre biais? Moi, je suis venu totalement par un autre biais. Alors, je suis venu par un biais professionnel au final. Je vais quand même revenir un petit peu sur mon passé. Donc, moi, la première fois que j'ai mis les pieds dans une salle de boxe, c'était en 2010. Donc, c'était à 10 ans. À l'époque, avec deux amis de quartier, Hamza, un pote à moi, où on habitait dans la même cité, et Alpha, ben justement, un très bon ami à moi qui est le petit frère de Souleymane Sissoko, qui venait aussi du même quartier. On était ensemble dans le même lycée, même collège, etc. Et un jour, on se dit, faut qu'on fasse un peu de sport, on commence à s'empâter. Allez, venons, on va faire un peu de boxe. On est parti dans une salle de boxe à l'époque. Et c'était super bien passé. Je crois que c'était une salle à Clignancourt dans le 18e. Ça se passait super bien. Et mais après, les histoires de licence, de paiement et tout, à l'époque, on n'est pas trop de sous, tout ça. Donc, moi, j'ai vite arrêté. Mais j'ai toujours gardé ça en tête. Je suis retourné un peu quelques années plus tard quand j'étais un peu plus grand, où j'étais dans le 12e. Il y avait un club, là, je crois que ça s'appelait le Cagine, dans le 12e, où il y avait Crime qui donnait les entraînements à l'époque. Donc, j'ai boxé, j'ai fait un an là-bas, j'ai kiffé. Mais après, pour des raisons professionnelles, j'ai arrêté. À cette époque-là, à ces deux époques-là, je ne suis pas assez intéressé par la boxe. Enfin, c'est pas que je ne suis pas assez intéressé par la boxe, je ne regarde pas encore assez de combats de boxe parce qu'à cette époque-là, pour regarder de la boxe, il faut avoir des abonnements. Donc, Canal ou des chaînes peu spécifiques à la boxe. Donc, c'est des abonnements. Et si tu n'as pas de sous, tu peux pas les regarder. Le seul moyen, à l'époque, YouTube, c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Donc, tu avais plus de mal à accéder aux vidéos. C'était plus compliqué. Donc, voilà, tu mets tout ça de côté. Entre-temps, je suis devenu coach sportif, etc. Et directement, avec mon profil, on m'a directement orienté vers une partie plus boxe fitness. Donc, donner des cours un peu boxe fitness pour les gens qui ne savent pas boxer, leur apprendre les fondamentaux, les faire bouger autour de la boxe. Donc, naturellement, quand j'ai commencé à m'orienter vers cet aspect un peu plus boxe dans cette partie fitness, je me suis dit, bon, Bouba, faut que tu sois quand même crédible. Tu as fait en tout et pour tout, en 7-8 ans, tu as fait une année et demie de boxe. C'est pas assez. Donc là, va falloir que tu retournes dans un club. Je suis parti au Top Rank Bagnolet, donc je passe un petit salam à Ali Oubali, au frère Oubali d'ailleurs, et à Souleymane Sissoko qui tiennent cette salle. Et je suis parti là-bas, j'ai pris une licence, mais c'était juste pour apprendre avec des bons boxeurs, simplement. Donc j'ai commencé à apprendre à la boxe. J'en ai fait. J'allais tous les jours, et je restituais tout ce que j'apprenais dans mes cours que j'avais professionnellement parlant. Et c'est là que j'ai commencé à tomber amoureux de ce sport vraiment. Donc j'étais pratiquement adulte. Là déjà j'avais les moyens de me payer une licence. J'avais les moyens de me payer un abonnement sur RMC Sport pour voir les combats, par exemple. C'est un truc tout con, tu vois. Mais j'avais les moyens d'aller regarder des combats et d'apprendre, de continuer à apprendre. Donc, c'est vraiment professionnellement parlant que je me suis mis dans la boxe et que j'ai vraiment commencé à m'intéresser. Et depuis, en fait, j'ai plus lâché. Hein. Plus lâché. À ce moment-là, Bouba, à ce moment-là, c'est quel boxeur à l'international qui cartonne et que tu regardes justement à la télé? On va dire que c'est les années 2018-2017. Là, l'étoile montante, en fait, déjà, déjà, j'ai envie de te dire que ouais, j'ai peut-être omis un truc. Il faut savoir que les Jeux Olympiques de Rio en 2016, juste avant, ça a quand même mis une baffe à tout le monde en France. Parce que tu avais la team solide qui avait remporté énormément de médailles. Moi, je viens du 19e de base. Donc, quand je vois Souleymane Sissoko, médaille de bronze au JO,
et tu vois Mayweather qui prend une photo avec lui et tout, moi déjà, je me suis mangé une gifle. Donc j'ai commencé à regarder la boxe d'un coin de l'œil en me disant, putain, le mec, il était dans le même collège que moi, le même lycée que moi. Aujourd'hui, il a une médaille de bronze. Bon, moi, je suis pote surtout avec son petit frère, tu vois. Je suis de la génération de son petit frère. Mais tu vois, quand même, tu dis, ouais, le mec, tu l'as vu, quoi. Et c'est comme si tu voyais un mec lambda, entre guillemets, devenir pas une, à l'époque, pas une superstar, si, quand même une superstar, mais devenir un monstre sportif, quoi. Tu vois. Donc, déjà, à cette époque-là, je me mange une première baffe. Et la deuxième baffe, je me la mange quand je commence à regarder sur RMC mes combats. Et moi, à l'époque, c'est Joshua. Joshua, il faisait sa montée pour unifier les ceintures. Donc, il prenait ceinture après ceinture, combat après combat. Et moi, c'est Joshua à l'époque. Ok, ok. Et aujourd'hui encore, tu continues de suivre, que ce soit Sissoko ou Joshua? Aujourd'hui, D'ailleurs, qui travaillent ensemble parce qu'il a signé avec Joshua Promotion et il s'est rapproché de Matchroom, donc ils sont liés maintenant tous les deux. totalement lié. De toute façon, tous les combats de Matchroom, par exemple, là, tous les combats de Joshua, tu trouves Sissoko en undercard. Et les combats de Matchroom, même quand il n'y a pas de combat de Joshua, aujourd'hui, tu retrouves Sissoko. Le dernier combat de Sissoko, Joshua ne combat pas. Donc, non, non, Sissoko, je regarde. Mais c'est plus, voilà, c'est plus de la, comment dire, c'est du patriotisme, on va dire, parce que je suis un mec, j'ai vécu dans le 19e pendant 10 ans. Et bon, après, on a beaucoup de connaissances, de relations en commun. Ça veut dire que moi, par exemple, sur les réseaux du Sissoko, il y en a partout. Je vois ce qu'il fait dans le 19e et ça, j'adhère totalement. Donc, Sissoko, ouais, c'est la base. Je regarde. Après, les boxeurs que je regarde aussi, franchement, je regarde beaucoup de boxeurs. Canelo, je regarde beaucoup. Joshua, je regarde beaucoup. Et bah, maintenant, j'essaie de regarder tous les boxeurs, même les boxeurs français. Au début, je regardais beaucoup de boxeurs internationaux. Et là, je regarde de plus en plus de boxeurs français. Là, par exemple, tu as Bilal Chkitou qui va combattre le 10 septembre. Donc, je suis même peut-être en train de voir pour, à défaut d'aller à Roland Garros, peut-être voir son combat en Angleterre, tu vois. Ouais, y aller, ouais. Ouais, ouais, totalement. Ouais. C'est bien. Bilal Kitou, comment t'en as entendu parler de lui? Bilal Kitou, faut savoir. Alors, Bilal Kitou, de base, je pense qu'on en a tous entendu parler un peu de la même manière. C'est il sait très bien, il sait très bien se vendre sur les réseaux. Il sait très bien se vendre sur les réseaux. Il est toujours dans les bons coups. En tout cas, il a une communication que je trouve excellente et il y a beaucoup de boxeurs qui devraient un peu plus s'en inspirer, je pense. C'est surtout, c'est ça, il y avait une petite hype autour de lui. Donc, même quand tu ne connais pas forcément la boxe, tu connais quand même un petit peu Shkitou. Et en plus, tu sais, il faisait beaucoup de teinture, des coupes un peu particulières. Ça veut dire qu'il y avait autour du personnage. Il y avait un visuel. Voilà, il y avait un visuel. Il arrivait à se différencier des autres boxeurs. Et parfois, c'est ce qui manque un peu dans la boxe, c'est qu'on ne sait pas créer cette différenciation. On ne sait pas créer cette différenciation. Et lui, il a réussi à la créer. Donc, il y avait une petite hype autour de lui et j'en entendais parler même par rapport au rappeur Booba, etc. Tu vois. Donc, le nom revenait souvent. Et quand j'ai commencé à m'intéresser de près à la boxe, il y a beaucoup de boxeurs. Ben, le monde de la boxe est petit. Donc, je sais que dans les poids welter, il y avait un boxeur qui s'appelait Bilal Chkitou, qui était bon, qui était en train de monter, qui était pas parti, qui avait pas fait les standards de la boxe avec l'école amateur comme tout le monde, etc. Donc, ça en parlait un petit peu. Et en vrai, je l'ai vraiment connu quand j'ai rejoint le club de Saint-Ouen. Parce que après être parti du Top Rank Bagnolet, ben, j'ai rejoint le club de Saint-Ouen où il s'entraîne avec Tormos. Et je l'ai rencontré là-bas. Et première fois que je l'ai vu, waouh, j'ai halluciné. Je suis tombé amoureux du mec, quoi. Le mec super humble, super gentil. Tu sais, si tu vas dans une salle, tu vois toujours qui est en place dans une salle. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il y a les nouveaux, donc qui sont un peu dans leur coin, ça rase les murs. Tu as les mecs qui sont un peu plus anciens, qui se mettent directement dans les sacs, qui occupent le ring directement. Et tu as toujours un ou deux tauliers, des personnes qui sont déjà professionnelles, qui font déjà des combats. Euh, L'entraîneur regarde, s'occupe beaucoup de lui. Tu vois, tu as toujours dans ces salles un ou deux tauliers.
Et Bilal, normalement, c'est lui le taulier, tu vois, à Saint-Ouen. Bon, c'est pas sans manquer de respect aux autres boxeurs, parce qu'il y a beaucoup de boxeurs à Saint-Ouen, il y a beaucoup de très bons boxeurs. Mais c'est lui qui est en place, on va dire, en termes de notoriété. Eh ben, pourtant, dans son comportement, tu as l'impression de tout l'inverse. C'est le mec qui vient te voir, même quand il ne te connaît pas, te dit bonjour, comment tu t'appelles, tu viens d'où, comment tu as commencé la boxe. La première fois qu'il est venu me voir, il est venu me voir et il m'a posé des questions comme si c'était moi la star, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Il est venu me voir comme ça, comment tu t'appelles, ça va, t'aimes bien, ça va, tu te bouges bien, c'est bien, ça fait combien de temps que tu boxes? T'es d'origine, ok, mais tu sais, et on discute comme ça. Et voilà, je me dis, ah ouais, franchement, bien reçu, bien accueilli. Donc je kiffe le mec. Et même sur les réseaux, le mec, des milliers, des millions, peut-être des milliers, des centaines de milliers de followers. Et quand tu lui envoies un message, toujours un petit mot gentil pour toi, tu sais, en toute humilité et sans hypocrisie, quoi. Donc, le mec vraiment tombé amoureux de sa personnalité, de sa sincérité, de son caractère, en fait. Donc, je l'ai connu comme ça et depuis, voilà, je le vois et je le soutiens avec toutes mes forces, hein. Toutes mes forces, je suis derrière lui. Voilà, comme je te disais, pourquoi même pas aller le 10 septembre le voir boxer c'est pas à Londres, mais c'est à côté en Angleterre, quoi. Ouais, ça va être un gros combat pour lui, le combat le plus important de sa carrière au moment où il va le faire. Donc on lui souhaite le meilleur, bien sûr. On va parler un petit peu de la communication des boxeurs, mais des sportifs aussi par rapport à Bilal. C'est intéressant d'en parler. Juste avant, j'ai une petite question avant que j'oublie. Qu'est-ce qui t'a fait changer de salle de boxe? Alors, pourquoi est-ce que j'ai changé de salle à l'époque? C'est parce que j'ai déménagé. Ok, Parce tout que j'ai simplement. déménagé. Ouais, c'est tout simplement parce que j'ai déménagé. J'habitais chez mes parents à l'époque où j'étais à Bagnolet. Donc, en fait, j'habitais à Porte de Bagnolet et la salle était à Bagnolet. Et du coup, quand j'ai déménagé, ça me faisait beaucoup plus de route. Et je me suis dit, bon, vas-y, je vais rester. Au début, je me suis dit, je vais rester, je vais faire la route. Bon, c'était un peu compliqué avec le boulot et tout. Et une année, je rencontre Valentino, donc, qui était en stage avec nous à Casa. Mhm. Valentino Simperf, donc préparateur physique et coach de boxeurs et de combattants, et coach tout court au final, parce qu'il coach aussi en remise en forme. Et, quand je le rencontre à l'époque, ah bah tiens, tu vois, en plus, Bilal qui m'envoie un message là, à l'instant où je te euh, quand je vais justement rencontrer Valentino, il fait un stage à Saint-Ouen. Il fait un stage à Saint-Ouen. Et il faisait un stage où il faisait préparation physique. Donc, lui, il s'occupait de la préparation physique. Et Eric Tormos s'occupait de la partie boxe. Donc, dans le stage, tu avais deux entraînements par jour. Donc, un le matin, un le soir, comme ce qu'on fait avec Boxing Culture. Sauf qu'il le faisait avec Eric Tormos. Donc, ça se passait à Saint-Ouen. Le stage durait 6 semaines. Je suis venu sur les 3 dernières semaines de stage. Super bien accueilli, super ambiance. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que je rencontre Bilal. Et Valentino, mon frère, hein, maintenant, aujourd'hui, c'est la famille, un mec en or. On fait le stage, super ambiance, je kiffe. Et comme j'ai déménagé, ben, je me dis, ben, il me faut un nouveau club. J'ai été au top rank, j'ai pris ce que j'avais à apprendre. J'ai aussi envie de voir différentes manières de boxer parce que moi, il faut comprendre que je suis toujours dans une optique professionnelle. Ça veut dire que je boxe pour le plaisir, mais je boxe aussi dans l'optique de pouvoir apporter les meilleures prestations à mes clients. Donc, j'ai envie de voir un maximum. Et tu vois, quand on dit Eric Tormos qui t'entraîne, tu te dis, ouais, j'ai envie de voir. Donc, à l'époque, je me dis, OK, je change de club. Je vais prendre cette fois-ci une licence à Saint-Ouen. Et c'est comme ça que j'ai pris la licence à Saint-Ouen, tout simplement. Ça fait naturellement. Si j'avais été toujours à Bagnolet, je serais resté à Bagnolet parce que j'étais très bien encadré aussi avec les Oubali. J'étais très bien encadré là-bas. D'ailleurs, je passe un petit coucou à Alvin s'il nous écoute, qui s'occupait de l'entraînement à l'époque aussi là-bas. Donc, ça allait super bien. Et le fait que je déménage et pas le hasard, mais les circonstances ont fait que j'ai découvert Valentino, que j'ai découvert Saint-Ouen, que j'ai vu aussi une autre famille de boxe.
Les deux restent dans mon cœur, ça reste ma famille. Je suis de toute façon les deux dans les pages régulièrement. Ali, quand il met des trucs, je riposte. Pareil pour Nordine ou Bali. Nordine ou Bali, tous ces combats, je suis à fond, tu vois. Donc, non, c'est top. Ça a été une bonne expérience du coup de changer et ça n'a pas été un stress de devoir justement remettre les pieds dans une salle, retrouver tes marques. Voilà, ça a été assez simple pour toi finalement. Ça n'a pas été une source de stress. Après, personnellement, la boxe, pour moi, comme j'ai dit, c'est professionnel, mais c'est pas professionnel comme les boxeurs. Ça veut dire que moi, je ne vais pas avec l'optique de me dire, il faut que je sois boxeur, j'ai des combats à mener, etc. J'y vais avec l'optique de me dire, OK, je suis un coach, donc je suis éducateur sportif, je donne des cours boxe, Mhm. mais j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre et j'ai besoin d'apprendre des meilleurs. Donc, je préfère apprendre des meilleurs que d'apprendre d'un des meilleurs. Donc déjà, dans cette optique-là, il y a moins de stress. Dans cette optique-là, il y a moins de stress. Après, c'est sûr qu'il y a toujours un peu l'ego aussi qui reprend un peu la main parfois et tu te dis ouais, il faut que je boxe comme ci, il faut que je boxe comme ça. Mais j'essaye aussi toujours d'avoir cette distance et de me dire oui, Bouba, tu es là pour boxer et kiffer, bien sûr, mais tu es surtout là aussi pour apprendre et pour pouvoir restituer, pour pouvoir. Moi, en fait, je suis comme un traducteur. Un coach boxe, c'est un coach boxe. Moi, je suis éducateur sportif. Ça veut dire que comment est-ce que je vais utiliser la boxe pour développer les qualités physiques de personnes lambda. Donc, je préfère apprendre de plusieurs personnes et pouvoir traduire plusieurs langues, on va dire, plutôt que de savoir en traduire qu'une seule. Je vais revenir un peu sur ce que tu as dit par rapport à Bilal, parce qu'on l'a pris comme exemple, mais pas que Bilal, on va revenir aussi sur ce que tu as dit sur Tony Oka, et tu dis que les autres boxeurs devraient s'en inspirer. Qu'est-ce que tu trouves justement qui est positif, que ce soit Bilal, Tony, tu vois, on va prendre de manière générale, tu vois, ces boxeurs qui marchent, tu vois, on va dire ces boxeurs qui marchent, qui sont populaires. Qu'est-ce qui, si tu devrais un peu ressortir les qualités, les codes qui font que ça marche, c'est quoi pour toi? Les codes, déjà, le premier code, je pense que c'est le fait de scénariser une histoire. C'est le premier code et je pense que c'est le code le plus important. Les gens ne suivent pas, pour moi, les gens ne suivent pas un boxeur, les gens suivent une histoire, tout simplement. C'est-à-dire que quand tu vas regarder un boxeur, oui, il est bon, mais des boxeurs bons, il y en a partout, il y en a plein. Ce que tu vas retenir du boxeur, c'est l'histoire. Et qu'est-ce qui a fait tu vois, par exemple, tu prends Tony Yoka, tu prends Souleymane Sissoko, tu prends Estelle Mosley, toute cette team solide, il y a l'histoire de Rio. Ça veut dire que c'est les jeunes pousses de la boxe française qui sont en train d'éclore, qu'est-ce qu'elles vont devenir. Mhm. Et par exemple, quand tu prends cette phrase de Tony Yoka, la conquête, il y a un aspect un peu hollywoodien, la conquête de l'espace, la conquête de quoi? La conquête de la ceinture, tu vois ce que je veux dire? Il y Mhm. a, il y a ce storytelling, j'appelle ça le storytelling, c'est vraiment du marketing, mais vraiment dans le marketing du boxeur. Je pense que c'est ce dont tu as besoin un boxeur. On est dans un monde aujourd'hui de l'image. L'image prime sur tout, malheureusement ou bien ou fort heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, l'image prime pour tout. Comment est-ce que tu peux expliquer qu'aujourd'hui des boxeurs enfin même pas des boxeurs, tu vois, c'est un lapsus totalement révélateur, que des Instagrammeurs, des influenceurs font des combats à des millions contre des Mayweather. Je parle de Jake Paul et Logan Paul, par exemple. Comment tu comprends qu'eux puissent avoir des combats à millions quand des boxeurs chevronnés gagnent allez, 100 000 euros pour un combat, 100 000 dollars pour un combat? Pourquoi? Parce que les gens les suivent et parce qu'il y a une histoire derrière, tout simplement. Les gens ont besoin de s'identifier ou ont besoin de rêver. Et la boxe, ça reste un divertissement. Donc, dans cette logique de divertissement, tu dois faire rêver les gens. Donc, pour faire rêver les gens, soit tu vas les faire rêver avec ta boxe, soit tu vas les faire rêver avec ton personnage. Et le boxeur est un personnage, ce n'est pas une personne. Le boxeur, c'est un personnage. Donc, il doit se mettre en avant, il doit avoir une image, il doit avoir une équipe autour de lui qui gère son image et ses réseaux. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire sans les réseaux. Tu es boxeur professionnel, tu n'as pas Instagram, tu n'as pas Facebook, tu n'as pas de YouTube, tu n'as pas de vidéo autour de toi, c'est pas normal. Tu n'as pas de fanpage, c'est pas bon. Tu vois, même limite, crée-toi ta fanpage. Tu vois ce que je veux dire? Tu te Bien crées ta sûr. fanpage, tu alimentes avec du contenu,
limite, même s'il faut payer des gens pour avoir des vues dans un premier temps, tu le fais. Mais en tout cas, essaye de créer une hype autour de toi parce que les gens sont, entre guillemets, des moutons. On suit beaucoup. Si on voit que un boxeur est en train de monter, ben, on va le suivre. Tu vois, par exemple, Ryan Garcia, qui est un très bon boxeur, c'est surtout grâce au réseau qu'aujourd'hui, il a pu se faire repérer par la team Canelo avant même ses combats. C'est pas ces combats qui font que le mec, quand on parle de Ryan Garcia, on te dit The Flash. Mais avant de te parler de The Flash, le mec, il est sur TikTok, le mec, il est sur Instagram. Il était star déjà des réseaux avant d'être star boxeur. Et c'est ça dont on a besoin, je pense, en France, c'est que les boxeurs arrêtent de penser, en fait, qu'ils fassent un choix simple. Soit tu veux juste boxer pour le plaisir de boxer. Si tu veux boxer pour le plaisir de boxer, tu boxes. Tu n'as pas besoin de faire ta promotion, tu n'as pas besoin de faire ta communication, tu n'as pas besoin de te créer une histoire, de t'inventer une vie, parce que c'est ce qu'ils te diront. Ils te diront, ouais, je ne vais pas m'inventer une vie. Tu n'as pas besoin de t'inventer cette vie-là, il n'y a pas de souci. Mais derrière, il ne faut pas te plaindre si tu vois que les primes que tu touches, elles sont moindres qu'un boxeur qui est peut-être moins talentueux que toi, mais qui est plus populaire. Ou bien tu fais le choix, par contre, de vouloir en faire ta vie, de vouloir faire une carrière, de vouloir générer des revenus conséquents avec. Ben, faut que tu te crées une story, faut que tu te crées une histoire, faut que tu t'entoures de gens qui vont développer ta communication, qui vont développer tes réseaux, qui vont faire des associations, des partenariats avec des marques, des collaborations. Il faut que tu fasses tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça être boxeur en 2021. Et si tu ne l'as pas compris, ben, laisse tomber. Hein. Tu as remarqué aussi que il y a beaucoup de critiques autour de. Bah justement, tu as parlé des youtubeurs qui utilisent la boxe pour. Voilà, et qui font toute une histoire autour de ça. On a bien vu Logan Paul quand il a affronté Floyd Mayweather. La première chose qu'il dit, c'est que bah, je veux prouver au monde que tout est possible. Tu vois, c'est vraiment cette culture américaine du tout est Et possible. Tu vois. Mais c'est là. donc, il y a aussi des critiques. Je voulais que tu me parles un peu aussi du revers de la médaille. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, moi, personnellement, je ne le prends pas mal parce qu'on est dans une ère de consommation. Comme je dis, on est même dans une ère de surconsommation. On est dans une ère de l'imagerie. On est dans une ère où money is everything. Tu vois, Mhm. cette ère-là, moi, je veux bien que tu dises, OK, Logan Paul n'est pas boxeur. Il a jamais été boxeur. Il veut prouver au monde qu'un individu lambda, avec de l'entraînement, peut boxer le meilleur. C'est ça son storytelling. Je dis pas que c'est vrai, hein. Je dis que c'est ça son storytelling. Mais c'est génial, on aurait pu en faire un film. On aurait pu en faire un film. Si déjà, toi, en tant que boxeur sur ta vie, on ne peut pas en faire un film, c'est pas intéressant. Mhm. Logan Paul, c'est comme si demain, je te fais un film en te disant un mec qui sort de nulle part, qui a jamais boxé de sa vie, ben, il va combattre le plus grand boxeur peut-être de tous les temps et qu'il a peut-être une chance de gagner. Tu vas pas aller voir le film, en toute honnêteté. Tu vas y aller. Et C'est ben c'est- c'est c'est bien la comparaison que tu fais à un film, parce que justement, le film, c'est une fiction. Donc, c'est c'est ça. peu trouvé. Tu parles d'une fiction, quelque part. Ben, c'est le combat de Logan Paul contre, enfin je sais plus si c'est Jake ou Logan Paul contre Mayweather, c'est de la fiction. Mhm. Il sait très bien qu'il va pas gagner, c'est de la fiction. Mais nous, en fait, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et après, quand tu sais qu'il y a de la manipulation, il y a deux trucs. Soit tu dis, ouais, mais soit tu te plains, sachant que tu peux rien y faire, tu vas rien changer. Les gens vont aller voir quand même. Les gens vont quand même aller voir. Soit tu te plains, soit tu le mets à ton avantage. Tu proposes une fiction un peu moins fictive, un peu plus réelle, avec toi tes propres armes. Mhm. C'est comme ça que je le vois. Moi, je suis contre les personnes qui se plaignent et qui critiquent les autres. Moi, pour moi, OK, la boxe, ben, en fait, ça ne devrait pas être réservé qu'aux boxeurs. Un mec comme Logan Paul, il est en train de démocratiser la boxe parce qu'il fait croire aux gens que tout le monde peut devenir boxeur. Et les gens, ils kiffent ça. Donc, les gens regardent. Par contre, quand tu vois que si dans ta tête, tu te dis, ouais, j'aime la boxe, j'aime le sport, si tu limites la pratique d'un sport uniquement à une élite, ben, tu te fermes tu te fermes le grand public. Par contre, si tu ouvres un peu plus à l'amateurisme, si tu ouvres un peu plus
au semi-professionnalisme, voire même au loisir, ben, tu t'ouvres le champ des possibilités. Et ce combat entre Paul et Mayweather, c'était totalement ça. Ce qu'ils ont essayé de faire, c'est pas de faire le plus gros combat du monde. Il a déjà essayé de le faire avec Pacquiao. Ce qu'il a essayé de faire, c'est tout simplement de toucher un public différent. C'est totalement du business et du marketing. Il a essayé de toucher un public différent, un public qui n'est pas initié à la boxe. Les gens connaissent Logan Paul. Il y a des gens qui connaissent Logan Paul. Je ne sais plus c'est lequel à chaque fois. Je me trompe. Je crois que c'est Logan Paul. Les gens, Logan Paul, mais peut-être ne connaissent pas Mayweather. Ils vont regarder le combat juste pour Logan Paul. Tu sais, il y a combien de personnes qui consultent des vidéos de Logan Paul? Des millions, voire des milliards peut-être. Des millions. Des millions et des millions, peut-être même plus que des gens qui suivent Mayweather. Donc, c'est pour tous les deux. C'était pas bon pour Paul. C'était celui qui a été le plus avantagé dans ça. En vrai, c'est Mayweather parce qu'il est resté dans la course. Il a boxé contre un mec. Il savait qu'il allait faire ses rounds et que le mec n'allait rien lui faire. Il a pris ses millions et il s'est barré. C'est le plus intelligent de tous. C'est comme un feat. Il a fait un feat avec un mec d'une autre discipline. Voilà, d'une autre discipline. Il a fait un feat, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est du business. Et en France, il faut qu'on comprenne un peu plus que la boxe, c'est du business, de l'événementiel, du divertissement. Et après, il y aura toujours cette part d'amoureux de la boxe qui voudra que la boxe reste de la boxe, mais il faut savoir aussi que la boxe a évolué. Moi, tu vois, je ne suis pas contre le divertissement. Après, ouais, je t'ai laissé développer parce que c'est un avis qui est intéressant à entendre. Mais le truc de dire que le message qu'il envoie, c'est que tout le monde peut le faire, tout le monde peut devenir un boxeur et affronter le meilleur de tous les temps, ben, c'est un peu dur pour quand tu connais la réalité de la boxe, que toi, en plus, tu as goûté, tu as vu les mecs, les sacrifices, les heures d'entraînement, de se quitter la famille. Et c'est des mecs qui partent de rien, tu vois, parce que les frères Paul, c'est quand même des privilégiés à la base. Et s'ils n'étaient pas ces youtubeurs hyper connus, ils seraient jamais populaires au moment de monter sur un ring. Bah, ça discrédite un petit peu le parcours réel des boxeurs, qui n'est pas un parcours simple. Souvent, les boxeurs viennent de milieux défavorisés. Ils n'avaient presque rien. Ils ont choisi. Enfin, c'est la boxe qui les a choisis quelque part. Tu vois, alors que les frères Paul, ils ont choisi la boxe. Mais il y a plein de boxeurs, les Duran, les Pacquiao, c'est des histoires incroyables. Et pour moi, eux méritent plus un film que les frères Paul. Mais après, c'est un débat et j'ai quand même entendu ces arguments et qui étaient très intéressants. Mais je pense que moi, il faut voir deux choses différentes. Il y a la boxe et il y a ces combats d'exhibition. Et ce sont limite deux sports différents. Je suis d'accord, mais je pense que la boxe devrait plus s'inspirer des combats d'exhibition. Je prends un exemple simple, les boxeurs, en moyenne, les boxeurs sont sous-payés. Les boxeurs, pour moi, sont sous-payés par rapport au sacrifice. Tu as parlé de sacrifice en termes d'entraînement, d'heures, de famille. Nous, à notre petite échelle, à ce qu'on a goûté, on voit cette difficulté, donc on ne s'imagine même pas les grands champions. Mais pour moi, il y a un aspect que les champions ne devraient pas négliger, c'est le show. Si tu veux faire du show, il faut que tu vendes une histoire. Tu vois, c'est ça en fait le truc. C'est la seule chose à laquelle je suis admiratif de ce qu'a pu faire les frères Paul. Ils ont réussi à vendre une histoire totalement fausse, je suis d'accord avec toi, et qui ne mérite. Est-ce qu'ils ont plus de mérite? Je ne vais pas dire qu'ils ne méritent pas ce qu'ils ont eu. Est-ce qu'ils ont plus de mérite qu'un boxeur qui a travaillé de manière acharnée? Mais en fait, pour moi, c'est la différence entre le hard work et le smart work. En fait, c'est cette différence qui est là parce qu'au final, le but de ces combats d'exhibition, c'est tout simplement de générer un maximum de profit. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, chacun fait son choix. Est-ce que ton choix, ça va être de générer du profit? Si ça va être de générer du profit, il faut que tu aies ce storytelling, il faut que tu travailles un peu plus sur cette image. Ou est-ce que ton objectif, c'est que de faire de la boxe? Et je suis désolé, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas la boxe qui a choisi c'est pas les boxeurs qui ont choisi la boxe, c'est la boxe qui les a choisis parce que c'était leur seul moyen de survivre. Mais moi, ce que je veux, c'est pas qu'ils survivent, c'est qu'ils vivent. Donc, pour qu'ils vivent, il faut qu'ils comprennent une chose. Ce qui leur donne de l'argent, c'est ceux qui regardent. Donc, il faut qu'il y ait plus de gens qui regardent. Et pour qu'il y ait plus de gens qui regardent, il faut qu'il y ait plus de gens qui les connaissent. Et pour qu'il y ait plus de gens qui les connaissent, il faut qu'ils travaillent mieux leur promotion. C'est le seul truc, en fait, où je veux en venir. Quand j'ai utilisé tous les exemples que j'ai utilisés, c'est parce que je reste quand même admiratif des processus de promotion qu'ont utilisé les frères Paul. Je ne vante pas leur boxe. Bien évidemment, je suis totalement d'accord avec toi. Un boxeur, il mérite 100 fois plus de vues.
si on parle juste du travail, par rapport au travail. Mais malheureusement, il y a parfois cet aspect promotionnel qu'ils vont négliger parce qu'ils vont se dire justement, ouais, moi, je m'entraîne 2 fois par jour, je suis champion du monde, je dois avoir tant. Non, c'est pas ton titre qui va faire que tu as de l'argent. Non, c'est pas ton titre qui va faire qu'il y ait 70 000 personnes qui vont venir te voir. Non, c'est ta hype, c'est ta promotion, c'est ton symbole. C'est ça qui va faire que les gens viennent te voir. C'est pas ton titre. Les gens n'en ont rien à foutre de ton titre. Tu peux être champion du monde de nanani, champion du monde de nanana. Si personne te connaît, personne viendra te voir, tu n'auras rien. Par contre, si tu as une bonne promotion, que tout le monde veut te voir gagner ou que tout le monde veut te voir perdre, parce que si on parle de Mayweather, les gens venaient aussi pour le voir perdre, pas pour le voir gagner. Tu vois, si tu as ce truc, cette culture de la vente, tu gagneras bien ta vie, que tu sois champion du monde ou pas. Et il faut que les boxeurs travaillent plus. Mais j'ai l'impression que cette nouvelle génération de boxeurs qui arrive est beaucoup plus enclin à travailler sa promotion. Il y a beaucoup de boxeurs qui sortent du monde professionnel ou qui commencent à entrer dans le monde, ou qui entrent dans le monde professionnel ou qui sont encore dans le monde amateur. Moi, ils ont tous un stade très pro où régulièrement, ils vont mettre des reels, régulièrement, ils vont mettre des vidéos, mettre des vidéos sur YouTube, des posts sur Insta, des stories, etc. Tout simplement pour créer de l'engouement. Tu vois, par exemple, il y a un mec dont j'ai vu un peu les pubs, c'est le boxeur Bakary Samaké, je crois, qui s'appelle. Il fait un nombre de vidéos pratiquement tous les 2 jours, ou tous les jours, il y a une vidéo où il s'entraîne en musique, il y a des mouvements, etc. Il prend des photos en mode beau gosse et tout. Il a tout compris, c'est ça. C'est ça. Et s'il continue comme ça sur le long terme, des gens qui ne suivent pas la boxe vont le suivre par exemple pour son style, ou parce que ses vidéos sont marrantes, ou parce qu'elles sont inspirantes, ou parce qu'il peut être beau gosse. Et à force d'eux, ils vont le suivre. Et grâce à lui, ben, ils vont regarder de la boxe, parce qu'ils vont regarder ses premiers combats à lui. Et peut-être qu'ils vont kiffer la boxe. Et s'ils kiffent la boxe, ils vont continuer à regarder, à acheter des tickets, du pay-per-view, etc. Et ça va faire que la cote du boxeur ne peut que grimper. Pour finir, Bouba, je vais te lancer sur un dernier sujet. C'est s'il y avait un boxeur que tu devrais choisir comme un peu ta référence, pas forcément en tant que praticien de boxe, hein, ça peut être aussi l'homme qu'il a été, ça peut être sa carrière, tu vois, l'impact que sa carrière a eu sur la boxe. Voilà, un boxeur un peu référence pour toi, et puis bien sûr, je vais te demander de développer un petit peu, d'expliquer pourquoi tu le choisis lui. Problème. Problème. Il y a beaucoup de boxeurs, mais je pense que je vais rester quand même assez, assez classique parce que ça va être Ali, hein, simplement. Ali, parce qu'il représente toute la discussion qu'on vient d'avoir depuis 1 heure. Et le pire, c'est qu'il boxait dans les années 60. Ouais. Dans les années 60, 70 et il 60. finit ouais, 60-70 et il finit dans les années 80. Mais il arrive à déjà à l'époque, il faut savoir que t'as le racisme t'as la ségrégation, même pratiquement, t'as le racisme qui est fort aux États-Unis. Mhm. Et en fait, Ali, c'est le premier boxeur, enfin, je ne sais plus, c'est vraiment le premier boxeur qui représente une symbolique. Et il le fait dans les années 60. Dans les années 60, il représente déjà cette symbolique de la cause noire dans le monde, de l'unité du monde, de la mondialisation. Euh, Quand on prend par exemple le combat Ali Foreman en Afrique du Sud. C'était Euh, au Congo, je crois. ouais, au C'était à Congo, Kinshasa. c'est Kinshasa, Ali Boumaye. Ali Boumaye, c'est Ali, d'une part, qui est l'Afro-américain, qui est pour les droits civiques, qui est pour la fin de la ségrégation, qui est qui assume qu'un noir et au moins assume qu'un noir et un blanc sont sur le même pied d'égalité, qui ne ferme pas sa bouche, qui a des revendications et qui les exprime haut et fort, contre son opposant qui, lui, est entre guillemets excusez-moi du terme, le bon nègre de maison, tu vois ce que je veux dire? Et c'est cette symbolique déjà qui se crée déjà à l'époque du combat. Et tu vois, c'est ce combat-là
référence pour Ali. C'est son combat. Attention, ça c'est du storytelling qu'a créé Ali. Donc justement, il avait compris comment faire du trash talk, tout ça, parce que dire ça de Foreman, c'est très insultant. Surtout Booba, hein, toi qui es Non, noir, tu peux pas non, dire ça, c'est une insulte de ouf. pris ce que tu as dit. C'est pour ça que j'ai commencé la phrase par il représente tout ce dont on a parlé depuis une Ouais, heure. exactement, C'est exactement. Mais je tiens quand même à le préciser, tu vois. c'est pour ça que je te dis ça. Je te dis qu'en gros, dans les années 60, il a déjà Bien sûr. ce travail de communication. Il sait déjà le faire. Ou même quand tu prends le combat What's my name? What's my name? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le mec a toujours réussi à créer une histoire autour de ses combats, à créer une histoire autour de sa carrière, à créer une histoire autour de sa personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'appelle The GOAT aussi. C'est pas que pour sa boxe. Parce que sinon, quand on l'appelle The GOAT, son palmarès, il est pas tout blanc. Il a eu des défaites. Je veux dire, il y a des boxeurs qui ont eu des palmarès sur le papier, sur le chiffre, plus intéressants. Mais qu'est-ce qui fait qu'Ali reste le plus grand? C'est ses combats personnels, ses combats professionnels, l'image qu'il a su créer autour de sa carrière, l'image qu'il a réussi à créer. Et malheureusement, il y a beaucoup de boxeurs qui s'inspirent de Ali, mais pas pour toutes les bonnes choses. Il faut s'inspirer de tout, pas forcément que pour la boxe assez aérienne, tu sais, c'est des phrases cultes, Ali aussi, c'est des phrases cultes, c'est des émissions télé, c'est beaucoup de choses. Il se vend, le mec. Le mec se vend, il se vend pour vendre des places, en fait. Il vend vraiment, il a un storytelling sur chaque combat. Sur chaque combat, il a, tu vois. Et je pense que c'est en ça que je le trouve le plus chaud, parce qu'il le fait dans les années 60, quoi. Le mec, il a 50 ans, il a 60 ans d'avance. Le mec a 60 ans d'avance sur la boxe. Il fait ce qu'on ne fait pas. Tu vois, c'est des grosses icônes comme lui, comme Jordan, si on parle du basketball. Tu vois, c'est ça, en fait, réussir à faire en sorte que de toucher un maximum de personnes. On va finir sur ces paroles. Je pourrais même rajouter que celui qui a un peu suivi sa lignée, alors peut-être pas forcément que pour les bonnes raisons, comme tu l'as dit, certains se sont inspirés d'Ali, mais pas que pour les bons trucs. Bah, il y a Floyd Mayweather quand même, Exactement. qui a repris un peu cet étendard de Ali dans le côté J'ai un peu businessman et qui l'a exacerbé. ouais, j'ai hésité à parler de Floyd, mais j'ai hésité. Mais après, c'est vrai qu'au niveau de la symbolique, Ali a quand même encore un petit step au-dessus, tu vois. Il a encore Ouais, un petit step au-dessus, même si pour moi, Floyd, c'est vraiment un monstre et il a révolutionné la boxe, tu vois. Il a révolutionné le business de la boxe, il a révolutionné tout, tu exactement. Bouba, merci pour cet agréable moment. vois. Ah ben, merci à toi. Avec grand plaisir. Quand tu veux, on remet ça. Ouais, c'était cool. Est-ce que tu veux que dans le titre, je mette ton média, ta chaîne YouTube, donc First Round Magazine? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci pour la force. Voilà, First Round, bon, c'est un média qui est surtout destiné aux professionnels de la remise en forme. Maintenant, tout le monde est quand même accueilli et bienvenu sur ce média. Voilà. et est-ce que je mets en description un lien vers ton Instagram Booba Coaching? Ouais, tu peux, c'est pas assez optionnel. Voilà, Booba Coaching, mais après ça c'est mon compte professionnel. En général, je mets plutôt des images de mes entraînements, enfin pas de, ouais, de mes entraînements, de mes cours. C'est très professionnel. Après, pas forcément, parce que c'est vrai que c'est plutôt les gens qui viennent à mes cours. Bon, après, oui, tu peux le mettre quand même. Tu peux le mettre quand même. Voilà, faut quand même développer l'image, hein, comme on vient d'en parler pendant une heure, c'est intéressant. Je vais pas Allez, faire. bah, je mets le lien en description de la vidéo et puis il y aura aussi du coup le lien vers ta chaîne où tu as déjà eu plusieurs intervenants et puis il y aura prochainement, on fait un petit peu de teasing, il y aura Fred, donc boxeur professionnel qui sera présent sur ta chaîne en interview. Exactement. Et bientôt, toi, je l'espère. Mais Bientôt, tu avec viens. grand plaisir. Ok, c'est top. Moi, je te remercie, Charles. C'était vraiment un très bon moment. Salut Booba, je vous dis à la prochaine. Fighting!